Bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo qui va traiter sur un nouvel effet physique, l'effet photoélectrique pour la classe de SVSG. On est toujours dans la même problématique. La lumière, c'est quoi? Une histoire de la lumière, c'est un livre qui a été fait par Bernard Mette, de Platon au photon. Donc la lumière, son histoire vient depuis bien longtemps. Un petit rappel avant de continuer pour voir c'est quoi l'effet photoélectrique. La lumière, c'est quoi? Vous vous rappelez, Sir Isaac Newton disait toujours que la lumière a un caractère corpusculaire. Christian Huygens, le néerlandais, disait qu'elle avait un caractère ondulatoire. Donc, un petit rappel historique, la genèse des deux modèles, comment elle est venue. Euclide, Platon et Pythagore considéraient que l'œil émettait des particules rayons, ce qui permettait la vision. Plus tard, Ibn al-Haytham, connu sous le nom de Alhazen, développa la théorie corpusculaire de la lumière. Puis, la théorie ondulatoire fut mise au point au XVIIe siècle par Christian Huygens, qui formalisa cette théorie. Toutefois, à la même époque, Sir Isaac Newton mit en avant sa théorie corpusculaire de la lumière. Et puisque Newton avait une renommée bien connue, alors la théorie ondulatoire fut mise en sommeil pendant un certain temps. La lumière a le comportement d'une onde. Ça, on le connaît. On l'a déjà vu avec la diffraction et l'interférence. Les expériences des fentes de Young ou des trous de Young que je rappelle ici. Vous vous rappelez, on voyait des franges sombres, des franges lumineuses, et le tout se trouvait dans une tache centrale puis dans des taches secondaires. Tout ça montrait que la lumière avait un caractère ondulatoire. Les phénomènes de diffraction et d'interférence ont été observés par des ondes sonores, par des ondes sur la surface de l'eau, et la lumière a subi ces phénomènes. Donc, il en a été déduit que la lumière est une onde, et elle a un caractère ondulatoire. C'est ce qu'on a étudié dans les deux chapitres précédents. Regardez un électroscope pour qu'on puisse après travailler avec l'effet photoélectrique. Ça, c'est un électroscope formé d'un plateau, formé d'une tige métallique, d'une aiguille métallique. Il va frotter le ballon de baudruche, regardez. Il l'électrise, il va le mettre sur le plateau. Regardez l'aiguille, comment elle a dévié, montrant que les électrons viennent du ballon vers la tige et vers l'aiguille. Les deux seront chargés négativement et les deux s'éloignent. Voyons l'effet photoélectrique, on reviendra à cette vidéo. L'effet photoélectrique et la théorie corpusculaire. Lisons un peu. À la fin du XIXe siècle, la communauté scientifique pensait le modèle ondulatoire était apte à décrire correctement la lumière. Mais des difficultés furent rencontrées par Heinrich Hertz en 1887 lorsqu'il a découvert l'effet photoélectrique. Regardez ce que j'ai écrit. La lumière peut être utilisée pour arracher des électrons à une plaque métallique. C'est l'effet photoélectrique. Photo, c'est lumière, électrique, électron ou électricité. Donc la lumière peut être utilisée pour arracher des électrons. Où vous connaissez ce phénomène? Avec les panneaux solaires. Revenons vers la vidéo. Voilà. Il l'a frotté, il l'a placé. Regardez ici l'aiguille, comment elle s'est déviée, marquant que l'électroscope est chargé négativement, la tige et l'aiguille. Il l'a déchargé. Donc il va le décharger avec de la lumière, comme il a dit. Il va prendre une pièce de zinc. Voilà, il va le frotter pour enlever l'oxydation. Oui. Zinc oxide is not zinc, but zinc is zinc. Now we have zinc exposed to the light in the room. But the light in the room is not energetic enough to get the electricity off the zinc. Il a chargé et le zinc, et le plateau, et l'aiguille, et la tige.
Donc, For example, l'aiguille et la tige se repoussent ultraviolet vu light. que les deux sont Now chargés I have négativement an moins élevés. ultraviolet lamp Il va right prendre here, une source de which I'll lumière point at the camera and turn on, ultraviolette. but I light. This is violet Voilà, V for vacuum UVC. Il est ultraviolet, en train de vous but dire que this c'est one dangereux pour les is yeux. typical. In fact, this lamp is sold as a germicidal lamp. Voilà, il vous dit qu'elle As in est it kills germicide, germs. c'est-à-dire elle tue les germes. Specifically, it destroys the DNA Voilà, in elle the détruit germs. le DNA Anyways, de tous les germes. now that the scope is C'est pour cela que c'est charged, I dangereux can discharge it d'utiliser with une the lampe ultraviolet UV. light. Vous voyez, pour ce qui est I think allumer that la test came lampe, back positive. l'électroscope a été Is it déchargé, c'est-à-dire really les électrons sont the sortis ultraviolet et light ils ont that's doing sauté. it? In my Willemite demonstration, I Je le showed refais une deuxième that fois. there's a type of ultraviolet light that's blocked by glass. That's the shortwave, which Voilà. means that I can prove, nope, nothing. Donc, Now I put the glass in il va front mettre and I shine une it, vitre and nothing happens. et l'ultraviolet ne dépasse pas le morceau de verre. Mais lorsqu'il a enlevé le morceau de verre, voilà, il y a eu une décharge. Voyons cette animation maintenant. Voilà, oui. Ça, c'est une lampe. Je peux envoyer la lumière que je veux. Une pile qui est là, reliée d'un côté, du côté négatif à la cathode, du côté positif à l'anode. Il va éclairer celle-là. D'accord? Il va éclairer cette lampe lorsque on mettra la lampe en fonctionnement. Je vais mettre une tension ici, disons de 3 volts. Je vais choisir une cible, c'est-à-dire là la pièce métallique. Voyons s'il y a le zinc. Il y a le zinc pour que ce soit la même expérience. On va mettre le courant en marche. Voilà. Une lumière forte, rien ne se passe. Je vais prendre une longueur d'onde de 469 nanomètres, rien. 532 nanomètres, rien. 632, l'infrarouge, voyons l'inverse. Je vais diminuer lambda. Je vais diminuer la longueur d'onde, diminuer la longueur d'onde, diminuer la longueur d'onde, rien. J'arrive vers le violet. J'arrive vers l'ultraviolet. Je diminue lambda, je diminue lambda. Oh. Pour 265, il y a des électrons qui quittent la cathode et se dirigent vers l'anode. Voyons avec une longueur d'onde plus faible. Le phénomène a lieu. Encore plus faible. Le phénomène a lieu. Et des électrons sont chassés de cette plaque grâce à la lumière. Mais là, il y a une condition très importante. Pour une longueur d'onde qui est grande, l'effet n'est pas marqué. Il ne se manifeste pour le zinc qu'à partir d'une certaine longueur d'onde. Voilà, à partir de 265 nanomètres, il commence. Pour une longueur d'onde bien déterminée, le phénomène se manifeste. Donc, il faut que lambda soit inférieur à une valeur. Ici, l'exemple, c'est 265. Qu'est-ce qu'on appelle cette longueur d'onde 265? La longueur d'onde seuil. C'est le seuil, lambda S. Parfois, on l'appelle lambda sortie. On la note toujours lambda S. Pour lambda inférieur à lambda seuil, ce phénomène a lieu, l'effet photoélectrique. Si j'augmente l'intensité du courant, le nombre d'électrons arrachés serait plus fort. Mais est-ce que lambda seuil change? Non. Lambda seuil sera la même, toujours 265 nanomètres, voilà. Pour 265 nanomètres, l'effet commence, quelle que soit l'intensité du courant. Je vais continuer. Revenons à l'effet photoélectrique. Qui a remarqué ce phénomène? Heinrich Hertz. Vous connaissez Hertz? Il a dit la lumière peut être utilisée pour arracher des électrons à une plaque métallique. C'est l'effet photoélectrique. Mais il n'a pas toujours lieu et quelle que soit la lumière. Il faut que lambda soit inférieur à une certaine valeur bien déterminée, lambda S, qui caractérise le métal. Si j'avais pris le sodium, lambda seuil
aurait eu une autre valeur. Chaque métal a sa longueur d'onde seuil. Et n'oubliez pas, la fréquence et lambda, la longueur d'onde, sont inversement proportionnelles. F égale V sur lambda. Pour la lumière dans le vide, je peux remplacer V par C. Donc F égale C sur lambda. Donc F et lambda sont inversement proportionnels. Si lambda est grande, F est petite et inversement. Comment on note la fréquence? On peut la noter par N. C'est le nombre de cycles par unité de temps. Quelle est la lettre N en grec? C'est nu. NU. Comment elle s'écrit? Voilà, je vais essayer de l'écrire avec vous. Comme le V. Ah, et j'ai écrit avec le blanc. Voilà, je vais écrire avec ça. Comme le V, mais penché vers la gauche. Le logiciel l'écrit ainsi comme le V, mais c'est un nu, N-U. On le prononce nu. C'est la lettre N chez les Grecs. En physique atomique, en effet photoélectrique, en physique nucléaire, en tout ça, les physiciens utilisent la lettre nu pour dire c'est la lettre N, donc c'est la fréquence. Alors dorénavant, on va s'habituer à ça. Bon, revenons. Alors il faut que lambda soit inférieur à lambda S. Comment on peut comprendre ça? Là, je vais mettre un peu la problématique. C'était une brèche dans la théorie ondulatoire, une ouverture dans le mur. Et donc, c'était un problème, un grand point d'interrogation qui s'est posé. Si la lumière est une onde, l'onde transporte de l'énergie, et quelle que soit la longueur d'onde, après un certain moment, cette énergie transportée serait suffisante pour arracher un électron. Or, la pratique, l'expérience montre non, qu'il y a un seuil. Alors, comment on peut expliquer ça? La théorie ondulatoire n'a pas pu l'expliquer. Un matériau généralement métallique dit photoélectrique, s'il émet des électrons lorsqu'il est soumis à un rayonnement électromagnétique, infrarouge, lumière visible, ça dépend du métal, ultraviolet, de fréquence élevée. Lambda plus petite à un seuil, nu plus grande qu'un seuil, inversement proportionnel, donc une fréquence suffisamment élevée. La théorie ondulatoire n'a pas pu expliquer ça. Jusqu'à l'arrivée de Max Planck en 1900. Max Planck en 1900, qui est l'ami d'Albert Einstein. Qu'est-ce qu'il a dit Planck? Planck a dit, vous êtes en train de réfléchir que la lumière, l'interaction lumière-matière se fait d'une façon continue. Hertz n'a pas su bien voir les choses. La lumière ne donne pas de l'énergie à la matière d'une façon continue, comme si c'était de l'eau qui coule. La lumière ne donne de l'énergie à la matière que par paquet, donc d'une façon discontinue. La matière prend une quantité d'énergie, un petit paquet, puis prend un deuxième paquet. Si le paquet possède une énergie, disons, de 2,3 10-19 joules, alors la matière ne prendra que soit 2,3 10-19, soit 4,6 10-19, donc un multiple de cette quantité. Et par suite, la matière ne peut pas prendre de l'énergie d'une façon continue. C'était le postulat de Planck. Qu'est-ce qu'il appelle ce paquet d'énergie? Un quantum. C'est un mot latin. Un quantum d'énergie qu'on note E. Dans des manuels, parfois, on le note delta E. Moi, je le note grand E, tout simplement. Il est égal à H par F, la fréquence. Mais pour ces physiciens et pour nous après, F c'est grand N, et en grec c'est nu. H c'est quoi? C'est la constante de M. Planck. Donc l'énergie d'un paquet de lumière, d'un grain de lumière, est proportionnelle à la fréquence. Elle est égale à H la constante par nu la fréquence de la lumière. Or nu dans le vide c'est C sur lambda. Donc c'est HC sur lambda. Alors retenons. Oubliez vos prénoms et retenez cette relation s'il vous plaît. La lumière, selon Planck, ne donne de l'énergie à la matière que par paquet. Et donc on revient à la théorie de grains, de corpuscules de M. Newton.
La lumière ne donne de l'énergie que par paquet d'énergie, un quantum d'énergie, des quanta, TAS d'énergie, c'est le pluriel de quantum. Quelle est l'énergie que porte chaque paquet, chaque quantum? E égale h par nu, sa fréquence, égale hc sur lambda. E égale h nu, égale hc sur lambda. Retenez bien ça. Lambda, c'est la longueur d'onde, c, c'est la célérité de la lumière, E, elle est en joule, et h, c'est la constante. Donc, je résume, les échanges d'énergie entre la lumière et la matière se font par paquet et donc sont discrets, discontinus, portent des quantités bien déterminées. Avec ce terme que je viens de prononcer, que l'interaction lumière-matière se fait par quantité bien déterminée, on est en train de toucher une physique qui s'appelle la physique quantique. Le tout se fait d'une façon discontinue, par paquet, par des quantités bien déterminées, et on utilise parfois ce terme discret. Donc on a un paquet qu'on dessine de cette façon, comme une petite onde avec une flèche. Ça, c'est une vue d'artiste. Le grain de la lumière, on ne sait pas comment il est, mais on le dessine ainsi. Un paquet, deux paquets, trois paquets, un quatrième paquet. Chaque paquet, dorénavant, après, il va appeler un photon, porte une énergie E. Comment je calcule cette valeur? H fois nu. Ce paquet peut toucher un électron et l'électron peut être éjecté. Ces paquets touchent la matière et éjectent, et on va expliquer ça après, l'effet photoélectrique. Une remarque avant de terminer cette première partie aujourd'hui. L'unité joule est trop grande pour les paquets d'énergie de lumière. Elle est trop grande, donc on a besoin d'une unité adéquate, convenable pour ces petites valeurs, ces grains d'énergie qu'on a appelés les photons, qu'on appelle l'électronvolt. Comment passer du joule à l'électronvolt ou l'inversement? L'électronvolt, c'est une unité d'énergie adaptée. Premièrement, chaque photon, chaque quantum, chaque paquet de lumière porte une énergie E égale h nu ou hc sur lambda. H, c'est la constante de Max Planck. Quelle est sa valeur? 6,6 par 10-34 joules secondes. Au bac, on va vous la donner. Donc H, c'est la constante de Planck, 6,6 par 10-34 joules secondes. E, elle est petite. Alors, on va prendre dorénavant une nouvelle énergie, unité d'énergie qu'on appelle électronvolt, qu'on note petit e grand V. Tel que 1 électronvolt, c'est combien? Vous connaissez ce nombre? 1,6 10-19 joules. C'est la charge d'un électron. 1 électronvolt égale 1,6 par 10-19 joules. Bon, aujourd'hui, je vais m'arrêter là, que chaque paquet d'énergie, ce que Planck a dit, chaque paquet d'énergie porte une quantité d'énergie E égale H par nu égale Hc sur lambda. Ça, c'est la valeur de H. Nu, c'est la fréquence en Hertz. Lambda, c'est la longueur d'onde. C, c'est la célérité de la lumière, presque 3 10 puissance 8 mètres par seconde speed of light. Planck est l'un des physiciens les plus célèbres. Comme Einstein, comme tous ces autres physiciens, il était comme leur professeur, il était le chef de clique de cette clique allemande de physiciens dans le temps. Donc aujourd'hui, je m'arrête là. Ce qu'on a retenu, c'est ça. C'est que l'effet photoélectrique m'a montré une chose, il a fait une brèche dans la théorie ondulatoire. La théorie ondulatoire n'a pas pu l'expliquer. Alors, Max Planck a fait sortir une théorie, on va avec Einstein l'expliquer après, qui dit que la lumière ne donne pas de l'énergie d'une façon continue, mais d'une façon quantifiée. Et donc, c'est M. Planck qui est le père de la mécanique quantique, tel que chaque paquet d'énergie lumineuse a une valeur égale h fois nu, c'est-à-dire proportionnelle à la fréquence, égale hc sur lambda, inversement proportionnel à la longueur d'onde. Avec ça, je vous remercie et à bientôt.